partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. À partir de quel moment peut-on dire que nous sommes en guerre ? De manière générale, on a plutôt tendance à considérer la guerre comme quelque chose de catastrophique, une calamité pour toutes les personnes qui y sont engagées. Je ne serais donc pas très original, ni très inspiré si j'écrivais dans ma dissertation que la guerre, c'est vraiment pas bien. Il n'empêche que je suis assez sceptique, pour ne pas dire assez énervé, quand j'entends l'expression c'est la guerre employée de manière désinvolte. Il y a des personnes qui vivent la guerre, il y a même des personnes qui naissent dans une situation de guerre, qui grandissent dans un territoire en guerre. Bien évidemment, il y a les personnes qui meurent en situation de guerre. Karl von Clausewitz est un officier et militaire prussien, et c'est aussi un théoricien de la guerre. Dans son ouvrage, intitulé sobrement De la guerre, il a cette phrase définitive: la guerre n'est que la continuation du politique sur un autre domaine. Cela me fait d'autant plus réfléchir sur l'emploi désuet du mot guerre. Si la guerre est la continuation du fait politique, alors dès qu'il y a une déclaration de guerre, ça veut dire que quelque part, il y a du politique qui est caché. Nous avons en Occident toute une tradition de la philosophie politique qui vient directement des considérations guerrières, et aujourd'hui nous allons en parler un peu plus en détail. Notre question du jour sera donc: quelles sont les implications d'une approche guerrière de la politique ? Quelque chose d'assez remarquable. Si je parle des traditions philosophiques occidentales, il faut cependant bien avouer que sur la question de la guerre, l'influence majeure, y compris dans notre tradition, vient du général chinois Sun Tzu, auteur d'un des plus remarquables ouvrages de stratégie militaire, L'art de la guerre. Dans cet ouvrage, il souligne d'entrée l'importance essentielle de la stratégie dans le maintien d'un État fort. Profitons-en pour faire un petit point d'histoire. Politique, ça vient du grec, qui veut dire la vie dans la cité, comme nous l'avons vu précédemment. Dans l'Antiquité grecque, les villes étaient des cités-États, c'est-à-dire que chaque cité créait ses propres lois et ses propres fonctionnements et régulations politiques et économiques. Donc, l'État, c'est l'appareil qui veille à la création des lois, à leur respect et à leur application. Pour Sun Tzu, il faut une grande sagesse stratégique pour veiller au maintien des lois et de l'État qui les façonne. Que ce soit pour Platon ou Sun Tzu, il faut de la sagesse. Cependant, pour Platon, c'est une sagesse rationnelle mise au service d'un sentiment de justice, tandis que pour Sun Tzu, ce sont des décisions rusées, parfois malveillantes, qui permettent en revanche de coordonner efficacement les actions politiques de l'État. Car la guerre, cela implique de la réflexion, de l'anticipation, de la discipline. Ça s'apprend. Et pour ça, il y a plusieurs écoles. Très grossièrement, on peut dire qu'il y a en gros deux façons de pratiquer la guerre: la stratégie et la tactique. La stratégie implique de l'anticipation, une vision d'ensemble, un temps long, de la patience. Aux échecs, cela reviendrait à faire un programme sur au moins 10, 15, 20 coups pour arriver à ses fins. La tactique, en revanche, implique de l'adaptation, de l'improvisation, une certaine flexibilité d'action, et se réfléchit plus sur un temps court. Aux échecs, cela se traduirait plutôt par un jeu de questions-réponses avec l'adversaire au coup par coup. Souvent, on a besoin d'user de stratégie et de tactique, mais toujours on a besoin de faire preuve de prudence ou d'audace, de calme ou de malice. C'est un vaste domaine d'expérimentation, et il suffit de jouer aux échecs ou à n'importe quel jeu de stratégie ou tactique, de Age of Empires à Fire Emblem, pour comprendre le caractère essentiellement expérimental et disciplinaire de l'art de la guerre. Dès lors, le but de la politique ne serait pas d'essayer de trouver la forme la plus parfaite de système social et économique, dans laquelle chaque chose serait à sa place. Le but de la politique, ce serait de maintenir un équilibre et une cohérence dans la société en faisant justement des expériences, une pratique concrète, un exercice du pouvoir. D'ailleurs, pas besoin de jouer au petit soldat ou d'être militant dans un quelconque parti ou mouvement pour se rendre compte de l'importance de la stratégie dans la vie politique. Il suffit d'avoir une discussion avec quelqu'un et de voir avec quelle malice et argument on va finir par avoir raison. Et c'est là la différence entre Platon et Sun Tzu. Pour Platon, Socrate a le droit d'être rusé parce que ça lui permet de faire jaillir la vérité par le dialogue. Pour Sun Tzu, vous avez le droit d'être rusé parce que vous voulez gagner un combat, et puis c'est tout.
Un grand héritier de la pensée de Sun Tzu en Occident, et qui a remis la politique guerrière au goût du jour, c'est un auteur de la Renaissance du nom de Machiavel. Dans son ouvrage, Le Prince, il explicite l'idée qu'il n'y a pas de guerre juste. C'est ce qu'on appelle un oxymore. L'idée de guerre juste est une contradiction en soi, donc l'idée d'une politique juste, si on suit le raisonnement de Clausewitz, est aussi une contradiction en soi. Quand nous entendons l'expression « c'est la guerre », gardons en tête que quelque part, ce n'est peut-être que la continuation d'un phénomène politique. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion.